Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux, ça fait chaud au cœur. Et merci à tous les responsables de ce salon Prime Vert, Anaïs, Aurélien, Violaine, ici présentes, et donc tous ceux et celles qui ont participé à l'organisation de ce salon, qui est une véritable petite ville éphémère, entièrement dédiée à la critique sociale, à l'humanité partagée pour une planète dont nous défendons solidairement l'habitabilité contre les prédations voraces des capitalistes. Alors c'est moi qui vais commencer à vous parler et vous allez voir de quoi. Et puis après, ce sera Eric Alt, donc magistrat, fondateur d'Anticor et administrateur toujours d'Anticor, pour que vous ayez un peu deux sons de cloche, si je puis dire, excusez-moi, deux sons de cloche un peu différents. Alors, je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes des différentes prédations d'une petite oligarchie toujours et encore plus gourmande de profits et de dividendes, tandis que les membres des classes laborieuses travaillent toujours plus sans pouvoir toujours finir les fins de mois. Alors cette classe sociale, des industriels aux gros agriculteurs, des banquiers aux avocats fiscalistes sur les questions de la défense de l'environnement, des économistes à la langue experte et chiffrée, aux hommes politiques, aux hommes et femmes politiques acquis au néolibéralisme, des lobbyistes actifs au cœur des institutions nationales et internationales, notamment européennes, aux scientifiques qui acceptent rémunération pour minimiser le chaos climatique, sans oublier bien sûr les actionnaires des grands groupes de presse. C'est donc bien la classe dominante qui, depuis le sommet de l'État, continue à favoriser l'extraction des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, tout en ouvrant parallèlement un nouveau marché, celui du capitalisme vert. Ce dernier permet en outre de brouiller vos esprits avec les oxymores de transition écologique et de développement durable, avec les voitures électriques ou les éoliennes, qui en réalité ne freinent guère, voire pas du tout, le dérèglement climatique, nécessitant elles aussi de multiples extractions pour obtenir les métaux rares nécessaires à leur fabrication, avec des investissements financiers considérables. Donc, une extension des extractions de matières premières pour ceux et celles qui détiennent les titres de propriété, les capitalistes, et point du tout l'éradication de ce système basé sur la prédation de toutes les formes du vivant, êtres humains, animaux et végétaux. Alors, je me suis marqué 3 bis, oui. Alors, oui, là, à ce propos, je vous conseille 2 livres qui sont très importants pour moi. Celui d'Édouard Morena, il était là hier, Fin du monde et Petit Four, qui a beaucoup travaillé sur les acteurs des ONG et des cabinets de conseil pour comprendre justement en quoi le capitalisme vert n'est pas du tout la transition au dérèglement climatique annoncé, mais bien au contraire une nouvelle contribution. Et l'autre, le livre de l'historien Jean-Baptiste Frézos, qui montre dans son livre Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie, comment les énergies, au fil de l'histoire, au fil des siècles, se cumulent pour mieux s'accumuler. Ne nous trompons donc pas de colère et de vocabulaire. Entre Anthropocène qui rend responsables les activités humaines et donc nous tous, les êtres humains, de la hausse des températures, des incendies ou des inondations et autres tempêtes, entre Anthropocène et Capitalocène, ce qui est en jeu, ce n'est pas la fin du monde, mais la fin du capitalisme. La sociologie permet de dévoiler tout ce qui est caché, masqué et donc invisible. Nous ne sommes pas face à une apocalypse naturelle, mais face à une guerre de classe que mènent les plus riches à l'échelle de la planète et qu'ils sont bien décidés à gagner, comme nous l'a annoncé Warren Buffett en 2005, le milliardaire américain. Les données statistiques sur le chaos climatique ne peuvent être efficaces
qu'avec une compréhension globale du fonctionnement de cette oligarchie qui porte la responsabilité de l'amputation de notre avenir. Ce n'est pas la main invisible du marché qui assure le soi-disant équilibre des échanges commerciaux et financiers, mais bien des êtres humains qui spéculent sur le charbon et le pétrole dans les salles de marché des grandes banques. C'est pourquoi nos travaux de recherche à Michel et moi sur la classe dominante se sont centrés sur les rapports d'exploitation et de domination en utilisant les travaux théoriques de Marx et de Bourdieu plutôt qu'un travail uniquement centré sur la mesure des inégalités. L'année 2023 a été malheureusement idéale pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, puisque le chaos climatique s'est encore aggravé avec des canicules, avec des feux géants, des inondations et simultanément par des profits géants, eux aussi géants comme les incendies, des multinationales des énergies fossiles. Le bénéfice net de la multinationale française Total Énergie est en 2023 le plus important de son histoire, avec 19,81 milliards d'euros, soit une hausse de 4% par rapport à l'année dernière lorsque j'étais venue. Les actionnaires de ce groupe pétrolier devraient être récompensés de 15,5 milliards d'euros, soit avec le versement de dividendes, mais encore plus avec le rachat d'actions de leur propre entreprise, au lieu d'investir pour le climat. Et en effet, ces cadeaux financiers aux actionnaires sont 3 fois supérieurs aux investissements de la majeure française pour les énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire. D'ailleurs, le rachat d'actions au sein même de Total Énergie est un excellent indicateur de la conscience que les projets d'investissement, par exemple dans les énergies renouvelables, ne sont pas suffisamment rentables. Cette explosion de dividendes et de rachats d'actions est partagée par toutes les entreprises du CAC 40, avec un bénéfice total de 143 milliards d'euros cette année, enfin l'année 2023, dont 97 pour les actionnaires, soit une progression pour l'ensemble du CAC 40 de 21% par rapport à l'année précédente. Le coût du capital est donc la vraie cause de la misère des membres des classes moyennes et de la classe laborieuse. Et cela se vérifie chaque jour. Que s'est-il passé il y a quelques jours avec le ministre de l'économie néolibéral Bruno Le Maire, qui a fait une nouvelle coupe dans le budget de 2024 de 10 milliards d'euros, et ce 2 mois seulement après le vote du budget de 2024, qui n'était même pas passé par le vote du Parlement, puisqu'il est passé avec un 49-3. Et là, comment il a fait passer cette nouvelle coupe uniquement avec un décret de type administratif, alors qu'il aurait pu au moins opter pour un projet de loi de finances rectificatif. Voilà où elle en est, notre belle démocratie. Voilà où elle en est, la France, dans la défense des droits de l'homme. Car ces 10 milliards d'euros supprimés, subrepticement, représentent en premier, la première coupe, c'est pour le développement, pour le climat, pour le ministère de l'écologie, s'il s'appelle bien toujours comme ça, pour lequel on a enlevé 2,2 milliards, dont 1 milliard a été prélevé pour le dispositif MaPrimeRénov', conçu afin d'aider les propriétaires à financer une partie des travaux d'isolation thermique, alors que les défis du chaos climatique, au contraire, exigeraient beaucoup plus d'aide pour nous protéger tous dans nos logements. Et le deuxième ministère qui a été ponctionné le plus grave, puis je ne vous les donne pas tous, c'est l'éducation nationale. Bravo, c'est super, 1,6 milliard de moins. Le chaos social et le chaos climatique sont donc les deux faces de la même pièce de monnaie. Celle du capitalisme dans la phase radicale et violente du néolibéralisme, qui enrichit non seulement
les actionnaires des sociétés liées à l'extraction des énergies fossiles et des métaux rares, mais aussi l'ensemble des dynasties familiales, des familles les plus fortunées. La fortune des 500 plus riches de France, selon le palmarès de Challenge de juillet 2023, ça concerne les fortunes professionnelles, est passée entre 2022 et 2023 de 1002 milliards d'euros à 1170 milliards d'euros, soit une augmentation de 168 milliards d'euros en une seule année. Tandis qu'en même temps, l'INSEE a dévoilé que depuis 2021, 500 000 personnes sont tombées dans la grande pauvreté. Et un autre chiffre qui est bavard, je trouve aussi, en 2023, 50% des ménages ne possédaient que 8% du patrimoine global. Pour que de telles inégalités sociales et économiques soient possibles, il faut que l'oligarchie détienne tous les rênes du fonctionnement de l'activité économique et sociale et donc de la politique. Aussi, et donc de la politique, notre bien commun. Aussi, n'est-il pas étonnant que le président de la République, Emmanuel Macron, soit un ex-associé gérant de la banque Rothschild, que le premier gouvernement d'Elisabeth Borne, qui comptait 19 millionnaires sur 41 ministres, dont la première ministre elle-même, et que c'est rebelote avec le gouvernement de Gabriel Attal, qui, à 34 ans, a déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 1,5 million d'euros, ce qui le classe tout de même parmi les 5% les plus riches de France. Le gouvernement de Gabriel Attal comprend 35 ministres, dont les 2/3 possèdent un patrimoine d'au moins 716 000 euros, ce qui les place parmi les 10% les plus riches de France. La moitié d'entre eux, dont Gabriel Attal, font partie des 5% les plus riches de France avec plus d'1 million d'euros. Et cerise sur le gâteau, pour 9 d'entre eux, leur richesse de plus de 2,2 millions d'euros les fait accéder aux 1% les plus riches de France. Alors le plus riche des plus riches, 10 millions, c'est Franck Riester. La seconde, elle est très connue, Amélie Oudéa Castéra. Et le troisième, c'est Éric Dupond-Moretti. Je me tourne de son côté, à gauche. Les assemblées parlementaires ne sont guère accessibles aux membres des classes moyennes et laborieuses, avec les filtrages institutionnels alliés au filtrage de l'argent, aboutissent au fait que les ouvriers et les employés sont totalement sous-représentés dans les assemblées parlementaires. Un exemple, les ouvriers et les employés qui ne sont que 5,7% représentés à l'Assemblée nationale représentent 47% de la population active. Et c'est totalement l'inverse. 72% des députés appartiennent aux classes supérieures, alors que les classes supérieures, globalement, représentent 22% de la population active. Alors, je bois un coup, parce que sinon, je vais m'étouffer. Je suis dans les temps ? D'accord. Et le monde de ceux qui ont accès au sommet de notre bien commun, donc est la politique, est aussi celui des grandes écoles de la République. Alors ça s'appelait l'ENA, je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle aujourd'hui, l'ENA ou Polytechnique par exemple, qui ont contribué à créer ce que Pierre Bourdieu a appelé la noblesse d'État, qui a fini par créer un État dynastique. Au service, donc aujourd'hui, des grandes dynasties familiales les plus puissantes et les plus riches, comme celles célébrées chaque année par le palmarès de Challenge. Pas de ruissellement possible, pas de contestation possible, sauf à être traité d'extrémistes, de radicalisés, et parfois, comme ceux qui ont le courage de faire de la désobéissance civile, comme Extinction Rébellion ou les soulèvements de la terre, parfois même de terroristes. Car tout est verrouillé par cette classe sociale au sommet des richesses et des pouvoirs, leur prédation s'inscrivant dans le temps long des siècles. C'est pourquoi nous avons consacré beaucoup de notre travail de recherche sur la constitution de ces dynasties familiales. Et ce sera le cas
dans mon prochain livre qui va porter sur l'entre-soi et le séparatisme des riches, qui sortira aux éditions Pyramide le 31 mai prochain. Je n'en dis pas parce qu'il y a une surprise. Mais toute cette violence de classe qui aboutit à un ultime chaos, celle du climat, doit être masquée, euphémisée. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron et tous ses camarades de classe, pour faire court, ont vraiment mis au point le mépris de classe, l'arrogance, pas du tout comme un trait de caractère, mais comme une véritable nouvelle arme dans la violence des riches, dans la violence de cette guerre de classe. Car le dédain élyséen rend visible la violence des ultra-riches, tout en occultant les logiques sociales qui sont au cœur du capitalisme. Le mépris, vous n'êtes rien, les derniers de cordée, tétanise, sidère, rend impuissant et constitue même un dangereux processus de déshumanisation. C'est pourquoi le premier livre que j'ai écrit après la mort de Michel a été porté sur la sociologie de la réforme des retraites, avec pour titre « Le méprisant de la République », dans lequel j'ai essayé de décortiquer le lien entre le refus déterminé de passer du boulot au caveau avec la conscience de la gravité du dérèglement climatique comme deux formes d'amputation de l'avenir. C'est bon, ça correspond pile au nombre de pages. Le dérèglement climatique est donc en phase avec les autres formes de dérégulation du capitalisme à l'heure de la financiarisation généralisée de tout ce qui relève de nos communs et de notre humanité. La stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre, selon le titre du livre si utile de Naomi Klein chez Actes Sud en 2008. Cette stratégie du choc est en phase avec toutes les formes du chaos, qu'il s'agisse du dérèglement climatique, des violences policières, des cadeaux fiscaux par dizaines de milliards d'euros aux plus riches et de la mise à mal de la démocratie avec des ordonnances, des décrets, des 49.3 à la place du vote des assemblées parlementaires. L'énergie du chaos est bonne pour les marchés financiers et pour le capitalisme en général. Là, c'est ma conclusion. Les responsables des riches, c'est-à-dire les détenteurs des titres de propriété, et comme le capitalisme s'est généralisé, ils sont propriétaires de la moindre petite plante qui pousse au fin fond du Sri Lanka. Tout leur appartient, tout est financiarisé. Beaucoup. Alors, à l'heure où tous les secteurs, je relis bien, est énorme, quelques chiffres pour finir de vous plomber le moral. Alors, selon les derniers chiffres d'Oxfam, sur l'année 2019, c'est la dernière année pour laquelle ils ont eu accès aux données leur permettant d'établir de tels chiffres, et qui ont été publiés juste avant la COP28 à Dubaï le 11 novembre 2023. Les 1% les plus riches de la planète, c'est-à-dire 77 millions de personnes, émettent autant de CO2 que les 2 tiers les plus pauvres de l'humanité, 66%, c'est-à-dire 5 milliards de personnes. Cet écart considérable s'explique à la fois par le mode de vie des ultra-riches très gourmands en carbone. L'année dernière, j'avais décrit les jets privés, les yachts et tout ça. Et c'est très important de bien comprendre et par leurs investissements financiers dans les industries les plus polluantes, comme les énergies fossiles, qui accélèrent le chaos climatique. Or, et là je me retourne vers mon cher Eric, les plus riches ne subissent que peu de lois contraignantes, et le peu qu'il y a, ils les contournent. Les plus riches, en réalité, sont un peu libres, comme le renard dans le poulailler planétaire. Que peut le droit ? La justice peut-elle constituer un outil du combat climatique ? Et donc, j'ai le plaisir, mon cher Eric, de te passer la parole. Merci. Alors,
Alors, Monique a très bien établi le pessimisme de la raison. Je pense qu'il y a une petite place pour l'optimisme de la volonté. Alors, oui, j'ai lu notamment l'ouvrage de l'historienne du droit Catherine Pistor, qui est paru l'année dernière, La loi du capital, et elle explique comment la loi fabrique la richesse capitalistique et les inégalités. Mais elle dit aussi que si le capital a besoin de la loi pour établir sa légitimité, l'inverse n'est pas forcément vrai. Et qu'il y a une marge de manœuvre, la loi peut servir l'intérêt général. Et je citerai aussi Mireille Delmas-Marty qui parle des forces imaginantes du droit et qui donc dit le droit peut ouvrir les champs du possible. Le droit peut faire en sorte qu'un autre avenir puisse être concevable, à condition, pour une part importante, que nous nous en saisissions. Et c'est là où je veux donner un certain nombre d'exemples où la société civile, par son action, a fait un peu évoluer le droit. Je donnerai l'exemple en matière de droit de l'environnement, je donnerai l'exemple en matière de lutte contre la corruption, et puis j'ouvre un deuxième champ où ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais je pense qu'on doit en parler, c'est la question de l'égalité devant l'impôt, de l'égalité de contribution à la charge publique. Alors, sur l'environnement, sur une échelle de temps relativement courte, 30 années, il y a 30 ans, il n'y avait même pas de code de l'environnement. Depuis, les choses ont beaucoup évolué. Alors, je ne vais pas faire un cours de droit de l'environnement, mais donner juste des exemples d'une action de la société civile qui a permis de faire évoluer significativement les choses. Par exemple, arrêt du Conseil d'État, Grande-Synthe 2020. Grande-Synthe est une commune qui, comme beaucoup d'autres communes littorales, subit les affres du réchauffement climatique et les coûts du réchauffement climatique qui augmentent le montant des mers, la hauteur des eaux. Et donc, la commune de Grande-Synthe va au Conseil d'État demander au Conseil d'État l'indemnisation du fait de son inaction climatique. Alors, généralement, il faut savoir que le juge attend la fin pour déterminer le préjudice direct et certain. Et là, le Conseil d'État a bouleversé sa jurisprudence et a établi une jurisprudence qu'on appelle la jurisprudence du contrôle de la trajectoire. Autrement dit, on n'attend pas 2030 ou 2050 que les accords de Paris et que les chiffres, les accords de Paris soient atteints ou ne soient pas atteints. On dit dès le moment où il a été saisi, 2020, la trajectoire ne permettra pas d'atteindre la réduction des gaz à effet de serre prévue par les accords de Paris. Et donc, le Conseil d'État fait injonction, il peut y avoir plus, mais il fait d'abord injonction à la Première ministre de mettre en œuvre toutes les mesures complémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Deuxième exemple, c'est un exemple où la société civile s'est massivement impliquée, c'est l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire du siècle. Jurisprudence l'affaire du siècle, donc c'est 4 associations qui portent devant la juridiction administrative de Paris une action. Et derrière ces 4 associations, il y a 2 millions de signatures. Et le tribunal administratif de Paris accepte de dire oui, l'État n'a pas rempli ses objectifs pour atteindre la réduction des gaz à effet de serre, pour atteindre l'accord de Paris. Et donc, de la même façon, donc c'est un succès juridique, et de la même façon que le Conseil d'État fait injonction au gouvernement de produire un certain nombre de mesures qui déterminent qu'on va aller qu'on va peut-être atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Alors, il faut savoir, et là, les choses sont pendantes, puisque ces 4 associations sont revenues devant la juridiction administrative l'année dernière pour demander une astreinte, ce qui est possible dans le cadre du droit administratif. Et le tribunal administratif a répondu qu'au vu des éléments produits, par l'État, celui-ci avait rempli ses objectifs, donc a débouté les parties qui ont fait appel au Conseil d'État. Et c'est vrai qu'il
faudra que le Conseil d'État s'accorde et, à mon avis, annule la décision du tribunal administratif, car il y a manifestement un problème de cohérence juridique. Enfin, l'objectif est de démontrer qu'on peut aller plus loin. Et le dernier exemple que je voulais citer, c'est l'exemple jurisprudence Les Amis de la Terre, Conseil d'État 10 juillet 2020. Alors, les Amis de la Terre ont agi contre l'État pour un manquement, là, non pas aux accords de Paris, mais pour un manquement au regard d'une réglementation européenne qui exige, dans certaines grandes villes, la diminution de la pollution de l'air. Et l'État n'a jamais rempli ses objectifs. Donc là, l'État a été condamné à une astreinte. L'astreinte a été liquidée 3 fois. Et les Amis de la Terre et d'autres associations qui avaient introduit l'action aux côtés des Amis de la Terre ont obtenu environ 10 millions d'euros. Voilà pour quelques exemples dans le champ de la juridiction administrative. Je rappelle aussi que le droit de l'environnement est aujourd'hui constitutionnalisé. La charte de l'environnement fait partie des textes qui sont au sommet de la hiérarchie des normes. Et donc la loi doit être conforme à la charte de l'environnement. Et je citerai aussi une jurisprudence très récente du Conseil constitutionnel d'octobre 2023, Conseil constitutionnel, qui dit que la loi doit prendre en considération les impératifs et les nécessités des générations futures. Et donc une loi qui ne serait pas conforme à la prise en compte des générations futures, des intérêts des générations futures, pourrait être annulée. Alors, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a posé ce principe. Elle a considéré que dans l'affaire de Bure, qui était la raison pour laquelle la question prioritaire de constitutionnalité avait été posée, l'État, en tout cas le législateur, avait tout prévu. Et donc on pouvait prendre l'initiative de ce stockage de matières radioactives dans les couches profondes sans porter atteinte aux droits des générations futures. Mais disons, au moins, le principe est acquis. Alors, le deuxième sujet que je veux aborder, c'est le sujet de la lutte contre la corruption. Là aussi, il y a 30 ans, il y avait très peu de textes. Il y avait évidemment les textes fondamentaux sur la corruption, sur l'ingérence, devenue prise illégale d'intérêt, mais on considérait que c'était des manquements individuels. La loi progressait de scandale en scandale. La loi progresse souvent grâce au scandale. Et le dernier scandale notable était celui de l'affaire Cahuzac. À la suite de l'affaire Cahuzac, un ensemble de dispositions crée la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, crée le Parquet National Financier, porte un certain nombre de mesures, au nombre desquelles la possibilité pour les associations de se constituer partie civile, moyennant un agrément. On parlera peut-être tout à l'heure. Mais en réalité, donc, qu'est-ce que peuvent faire les associations? Donc la société civile. Donc la loi accepte que la société civile ait accès au prétoire, ce qu'elle n'avait pas la possibilité auparavant. Donc la société civile a accès au prétoire. Anticor, Sherpa, Transparency sont agréés. Que faisons-nous? Et particulièrement Anticor, puisque c'est nous qui portons le plus grand nombre d'actions en justice. Eh bien, on fait en sorte que on regarde dans les angles morts. Parce que les institutions, la police, la gendarmerie, les chambres régionales des comptes, ne vont pas tout de suite au parquet pour, même si l'article 40 du Code de procédure pénale qui impose à tout fonctionnaire de donner connaissance au parquet des infractions qu'il découvre dans le cadre de ses fonctions, mais qu'importe. Ces institutions-là ne vont pas saisir le parquet. Anticor saisit le parquet d'un certain nombre de situations qui n'auraient jamais été connues de la justice sans l'action d'Anticor. Anticor va aussi dévoiler une zone grise de la corruption. Alors, zone grise, je me réfère rapidement au sociologue Heidenhammer qui dit qu'il y a une corruption blanche, qu'il y a la corruption de patronage, qu'il y a la corruption noire, qu'il y a la grande corruption internationale. Et la corruption grise, et la corruption grise présente cette particularité d'être considérée différemment selon qu'on se place du point de vue du citoyen ou du juriste, ou qu'on se place du point de vue des élites dirigeantes. Les élites dirigeantes sont par rapport à ce type de corruption dans le déni. Et je pourrais vous en parler de l'affaire des sondages et d'autres, comment le déni a permis, en quelque sorte, une culture d'impunité.
eh ben, on remet en cause cette culture d'impunité. Et on permet aussi de désigner la corruption, parce que la corruption n'existe pas en tant que telle. Il faut d'abord qualifier juridiquement des faits, mais il faut aussi qu'il y ait une mobilisation à côté de certains faits pour que la justice soit saisie et pas seulement et que la justice soit saisie et que la justice agisse. Et Anticor fait cela, et je pense que nous l'avons fait avec des moyens modestes, puisque, encore une fois, nous ne sommes pas la justice, nous donnons au procureur, et le cas échéant, nous saisissons le juge d'instruction de dossiers qui sont bien ficelés, mais c'est ensuite à la justice d'apprécier si ces dossiers doivent faire l'objet d'une enquête et si ces faits dénoncés doivent faire l'objet d'un recours devant le tribunal correctionnel, une action devant le tribunal correctionnel. Donc c'est une action modeste, mais qui a quand même agacé le pouvoir, incontestablement, ce qui explique que l'agrément qui est impératif pour que nous puissions nous constituer partie civile nous a été donné au terme d'un rapport politique assez abracadabrantesque en 2021 et qui ne nous a pas été donné l'année dernière. Alors, Anticor continue d'agir, on peut toujours saisir la justice, on peut toujours faire des cérémonies pour les prix éthiques, on peut toujours faire des recherches avec l'université, on fait notamment des recherches actuellement en matière d'intelligence artificielle, ce qui devrait permettre de comparer les marchés publics entre les villes et d'avoir de façon beaucoup plus systématique qu'aujourd'hui de détecter des anomalies. Mais enfin, nous n'avons pas cet agrément aujourd'hui et on pourra en reparler éventuellement. Et le troisième sujet dont je voulais vous entretenir, c'est le sujet de la lutte pour la justice fiscale. Alors c'est un sujet sur lequel il faut regarder non pas 30 ans en arrière, puisque beaucoup de temps a été perdu, mais disons les choses commencent à être révélées en 2008, après la grande crise financière. Et c'est après la grande crise financière qu'on se rend compte qu'il y a un vertige vers l'abîme qui porte par exemple à ce qu'on démantèle totalement l'impôt sur les sociétés. Et donc l'OCDE prend l'initiative d'un certain nombre prend l'initiative d'une action, d'une concertation entre les États sur ce point et aboutit, après beaucoup de débats, beaucoup de réticences, aboutit à ce qu'il y ait une règle qui concerne à la fois l'OCDE et 180 États qui ont suivi l'OCDE, donc c'est l'approche inclusive, qui est au moins un impôt sur les sociétés de 15%. Alors on peut considérer que 15% c'est relativement modeste. Je rappelle que 15%, ça n'interdit pas à un groupe d'États d'avoir un impôt sur les sociétés d'un montant plus important. Je me réfère aux travaux que vous pouvez regarder sur Internet de l'Observatoire européen de la justice fiscale. Donc on pourrait, sur le plan européen, dire impôt sur les sociétés, par exemple 21%. Si on dit à l'échelle européenne 21% impôt sur les sociétés par rapport à la situation d'aujourd'hui, on gagne 40 milliards d'euros, dont environ 10 milliards pour la France. Deuxième exemple, taxation des très grandes fortunes. Donc l'idée, c'est un peu comparable à la précédente. Elle est également portée par l'École d'économie de Paris, consiste à dire les très grandes fortunes, à partir de 20 millions d'euros, on devrait pouvoir les taxer progressivement 1% et éventuellement 2% pour les plus de 100 millions d'euros. Donc c'était une idée tout à fait subversive. L'automne dernier encore, je défendais cette idée, on me disait, ben oui, c'est l'idée de LFI. Aujourd'hui, c'est une idée de renaissance, puisqu'ils envisagent d'introduire dans leur programme européen, alors il faudra apprécier la sincérité de cette initiative, mais ils envisagent d'inscrire dans le programme européen cette mesure qui consisterait à taxer les très grandes fortunes à partir de 20 millions d'euros et sans les échappatoires qui permettent parfois
aux grandes fortunes de ne pas être taxées, et en particulier les échappatoires qu'on connaît en droit français sur les avions, les bateaux, etc. C'est pas du tout, ça ne compte pour rien, il y a juste la fortune immobilière. Là, très grande fortune, patrimoine global, et si on va jusqu'au terme de cette mesure, eh bien, on pourrait gagner là aussi une cinquantaine de milliards d'euros à l'échelle européenne. Je viens au troisième exemple, taxation des transactions financières. C'est une idée qui existe depuis pas mal de temps, qui a été portée notamment par Attac, et qui revient à l'ordre du jour, de façon très modeste, puisque le Parlement européen a accepté de dire qu'on taxait un certain nombre de transactions financières, mais l'assiette est si faible qu'on est à 3 ou 4 milliards d'euros. Si on va plus loin, donc en réalité, si on taxait l'ensemble des transactions financières, je rappelle que l'ensemble des transactions financières, ce n'est pas la contrepartie de services ou de biens, c'est des marges qui sont essentiellement spéculatives ou régulatrices, spéculatives. Et donc, si on allait dans ce sens-là, on pourrait, là aussi, glaner une somme comparable. Donc, au total, alors, vous irez vérifier le détail sur le site d'Observatoire des taxes européennes, mais globalement, rien qu'avec ces trois mesures, sans discuter toutes les questions franco-françaises dont Monique vous a brièvement entretenu, mais rien qu'avec ces trois mesures, on peut récupérer à l'échelle européenne environ 300 milliards d'euros, et pour la France, qui fait environ 17% du PIB de l'Union européenne, un peu moins de 50 milliards d'euros. Alors vous me direz, oui, mais sur le plan européen, il faut l'unanimité pour les matières fiscales. Non, il faut l'unanimité pour changer les impôts qui existent, mais pour créer une nouvelle taxe, il suffit d'une coopération renforcée. Donc, il suffit que 9 États se mettent d'accord et disent, on veut, sur ces 3 sujets, peut-être sur d'autres, changer les choses. Le problème, c'est que pour l'instant, pas un seul État, et notamment pas la France, ne s'est avancé pour que les débats soient amorcés, soient construits sur le plan européen pour récupérer une richesse potentielle qui est considérable. Richesse potentielle qui est considérable et qui, en réalité, ne coûterait pas grand-chose, même aux très riches. Parce que sur le patrimoine des très riches, je rappelle que l'objectif, c'est 1% du patrimoine au-dessus de 50 millions. Et je rappelle aussi que le problème, ce n'est pas seulement la fraude fiscale. Le problème, c'est l'évasion fiscale. Le syndicat Nuit Solidaire Finances Publiques fait régulièrement des évaluations de la fraude et de l'évasion fiscale. Eh bien, il manquerait à la France entre 80 milliards et 100 milliards d'euros de ce fait. Mais une part importante, c'est l'évasion fiscale. Donc, c'est une situation légale. Il y a 20 milliards qui correspondent effectivement à ceux qui fraudent et qui encourent des sanctions pénales pour cela. Donc, beaucoup de choses ont été faites grâce à l'action de la société civile. Et je pense qu'à partir du moment où, d'ailleurs, il y a eu une pétition sur l'affaire de la pétition des très grandes fortunes, il y a une pétition importante. Je pense que grâce à la société civile, beaucoup de choses ont changé. Nous sommes dans une démocratie de basse intensité, mais le vote a encore un sens, même dans une démocratie de basse intensité. Et en réalité, je pense qu'il faut être aussi révolutionnaire que l'ont été nos ancêtres qui ont écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit « L'oubli, le mépris, l'ignorance des droits de l'homme sont les seules causes de la corruption des gouvernements et des malheurs publics. » Et un certain nombre de dispositions de la Déclaration des droits de l'homme sont des dispositions qui luttent contre cela et qui luttent plus généralement contre l'abus de pouvoir. Donc c'est la possibilité pour tout citoyen de contribuer par lui-même ou par ses représentants à la construction de la loi. C'est le droit pour tous les citoyens de demander compte aux agents publics de leur administration.
C'est l'égalité devant la loi, c'est l'égalité devant l'impôt, c'est la séparation des pouvoirs. Et je pense que c'est à nous de donner aujourd'hui tout son impact à ces mesures et d'imaginer ce qu'aujourd'hui ces mesures peuvent signifier, ce que ces mesures pourraient signifier. Et je pense que nous ne devons pas oublier cet héritage révolutionnaire. Tout cela me porte à dire qu'il y a encore une petite place pour l'optimisme de la volonté. Donc on va pouvoir passer aux questions. J'avais des collègues. J'ai une première question ici, je la prends. On prend peut-être 2-3 questions. Non, une par un. D'accord. Non, parce que j'ai pas de mémoire et après, j'oublie. Excusez-moi, mais une à une. Alors bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour vos propos. Je voudrais rebondir sur les propos d'Éric Alt parce que je vous trouve, je suis par là, c'est le côté. Je vous trouve très optimiste en fait par rapport au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État. Alors je rappelle que les Amis de la Terre, il y a 20 millions d'astreintes, mais l'astreinte, elle n'est pas versée aux Amis de la Terre. C'est juste reversé à différentes associations et structures publiques sur la pollution de l'air. Enfin, il n'y a qu'une partie qui va aux Amis de la Terre en termes d'astreinte. Et le problème de fond, c'est que le Conseil d'État se satisfait de mesures qui ne sont pas du tout structurelles et qui ne mettent pas du tout fin à la pollution de l'air. Donc on est vraiment, c'est plus une décision de communication du Conseil d'État que réellement un changement un changement de régime. Et pour le Conseil constitutionnel, alors oui, on consacre un nouveau principe de protection des générations futures, mais je rappelle que dans la décision qui concerne Bure, le Conseil constitutionnel estime que le Bure, ça ne pose pas de problème pour les générations futures. J'ai dit. Voilà. Donc, juste ces deux décisions-là, je pourrais en prendre d'autres, puisque le Conseil d'État rend pas mal de décisions sur la protection de l'environnement. On voit très bien que c'est beaucoup d'affichage de la part du Conseil d'État et assez peu de mesures concrètes qui permettraient d'avoir des mesures structurelles permettant de lutter contre le réchauffement climatique. Oui, alors, je donnais ces quelques exemples comme des exemples d'avancées dans la jurisprudence. Mais le juge ne peut pas se substituer à l'absence de volonté politique. Le juge ne peut pas être administrateur. Et là, il faut se poser d'autres questions sur l'élaboration de la loi. Par exemple, la captation de la décision publique par les lobbies. C'est vrai qu'après la Convention citoyen climat, il y a eu un projet de loi qui devait traduire dans la loi les propositions des citoyens. Et cette loi a été très amoindrie dans sa portée par les actions des lobbies. Donc là, il y a une captation de la décision publique, et puis il y a une volonté politique qui est insuffisante. Le fait qu'il y ait quand même dans la jurisprudence la consécration du fait que cette volonté politique est insuffisante et n'existe pas, même si vous avez tout à fait raison, ce n'est pas quelque chose qui va être forcément déterminant pour changer les choses, mais le fait que l'on consacre officiellement que l'action du gouvernement en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en matière de lutte contre la pollution atmosphérique et dans d'autres matières, ne correspond pas aux engagements pris par la loi, donc souvent aux engagements du gouvernement lui-même, puisque la loi est faite pour une part importante par le gouvernement, je pense que c'est important. Mais encore une fois, ça ne justifie pas, je veux dire, ça ne permet pas de contrer l'absence de volonté politique, ça ne permet pas de contrer toutes les autres défaillances qu'on constate par ailleurs. Je voudrais juste rajouter à ce que vient de dire Éric. C'est pour ça qu'on avait pensé que c'était bien qu'on se retrouve tous les deux avec vous
pour que justement nos deux façons de voir le monde, la société française et le dérèglement climatique avec toutes les conséquences juridiques et judiciaires que vous a présenté Éric, c'était chouette d'avoir deux visions différentes. Alors je dirais que la mienne, et c'est pas de notre faute, c'est que avec le statut de chercheur au CNRS, nous avons eu la possibilité, Michel et moi, d'imposer un sujet académiquement irrecevable. La classe dominante n'a pas vocation à l'investigation sociologique parce que le réel scientifique au CNRS est découpé en tranches de saucisson administratives. Si vous êtes sociologue, vous faites de la sociologie et pas de l'ethnologie et de l'anthropologie, surtout pas de la science politique et du droit, pas de la géographie, pas de l'histoire, etc. Et la notion, le concept de classe sociale permet, est très impertinent d'un point de vue scientifique à l'heure du néolibéralisme sous le capitalisme que nous connaissons aujourd'hui, parce que précisément ça met à mal le découpage segmenté, corseté, le labyrinthe, pour qu'évidemment on ne comprenne pas du tout, on ne puisse pas mettre en relation. Et là, ce que j'ai bien apprécié dans votre question, c'est qu'elle est précise par rapport à ce qu'a dévoilé Éric, qui lui est un homme de droit, qui a quand même fait tu as fait une carrière, enfin moi je t'admire, hein, et on s'est toujours rencontrés dans des occasions quand même assez rock'n'roll. Donc tu acceptes quand même dans la contestation d'aller assez loin. Voilà. Et cette confrontation entre celle qui pense la classe sociale et qui ne se fait guère d'illusions face à l'optimisme d'Éric, mais moi j'ai pensé profondément que c'était une bonne idée de donner plusieurs points de vue. Et si on pouvait être des dizaines de chercheurs et de professionnels et de chacun vous donner son point de vue, d'un point de vue d'une tranche de saucisson, disons, pour ensuite remettre ensemble. Parce qu'en effet, si on ne pense pas à la classe sociale, on voit très bien que plus on se bat contre la fraude fiscale, ce que tu appelles, toi, 20 milliards, parce que l'évasion fiscale, la frontière est quand même très floue, mais on ne va pas se battre là-dessus. Plus on connaît de choses, plus c'est opacifié. Donc, si vous voulez, il y a aussi le point de vue pessimiste de la sociologue, mais la sociologue, elle n'est pas triste non plus. Je veux dire, j'ai 78 ans, je continue et je serai toujours là. Voilà, nos deux interventions doivent être comprises comme tout à fait complémentaires. Et je pense que c'est important qu'il y ait comme ça des approches différentes qui viennent s'exposer autour d'un thème spécifique. Enfin, le thème spécifique, il est énorme, puisque c'est aujourd'hui le chaos climatique. Bonjour, merci aux associations et à Anticor en particulier. Je crois qu'il y a un travail effectivement extraordinaire en rapport avec les moyens dont l'association dispose. Néanmoins, malheureusement, pour aller un peu dans le même sens que la question précédente, globalement, on ne peut pas dire que ce soit l'optimisme qui teigne l'ensemble de l'évolution actuelle. D'ailleurs, le cadre d'Anticor et le retrait de son agrément en est un, mais je crois qu'il y en a eu d'autres. Je crois qu'on a aujourd'hui interdiction au niveau européen d'accéder aux informations des sociétés. Enfin, un ensemble d'éléments qui tendraient à montrer que, d'une part, il y a des effets d'annonce, presque marketing, je dirais, peut-être sont ceux dont vous avez parlé, mais qui ont finalement très peu de conséquences. Au niveau, les éléments qui ont été donnés, par exemple, pour l'écologie, la conséquence, c'est les résultats qui permettraient d'améliorer la situation écologique, malgré les conditions diverses, sont très faibles. En ce qui concerne, vous avez parlé de l'évasion fiscale, mais moi je parlerai aussi de l'optimisation fiscale, qui est simplement la même chose, mais légale. Un ensemble de facteurs qui font que, finalement, le système répond à une attente sociale, qui est, cette fois, en évolution très importante, avec beaucoup de gens qui maintenant se manifestent, et on a l'impression que le gouvernement répond en faisant semblant de faire quelque chose. Le terme est un peu fort, mais c'est quand même l'impression que ça donne. Et quand il se sent en danger, et ben finalement, comme par hasard, on retire l'agrément d'Anticor, pour en plus des raisons dont on sait tout à fait fallacieuses. Donc j'ai l'impression que globalement, le système se protège très bien.
donne quelques éléments pour assurer ou peut-être éviter qu'il y ait une révolution ou en tout cas des mouvements trop forts. Donc on maintient les choses sous coupe, mais le système, comme ça a été dit par Monique tout à l'heure, les puissants conservent très bien la main et même plus de profit, plus de contrôle. Donc voilà, du pessimiste, mais encore une fois, bravo à vous, à Anticor en particulier, puisque vous êtes là, et du travail que vous faites, en espérant que vous puissiez avoir un peu plus, justement, retrouver l'agrément et d'autres moyens pour aller plus loin. Merci. Alors, en réalité, vous avez retenu optimisme. J'ai dit optimisme de la volonté. Donc, je pars d'une situation qui est effectivement tout à fait dégradée et je partage ce constat de la dégradation. Je dis, par rapport à ça, est-ce que la leçon qu'on tire, c'est en réalité, je ne fais pas grand-chose ou éventuellement je vote pour autant que je crois encore à la possibilité de changer quelque chose par le vote et je ne fais rien d'autre. Quand il y a 2 millions de personnes qui supportent 4 associations qui emportent la décision du tribunal administratif, je suis bien d'accord pour dire que ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, j'ai indiqué que la décision du tribunal administratif n'est pas satisfaisante, qu'il faudra aller au Conseil d'État et qu'on pourra me renvoyer que devant le Conseil d'État, ça n'y va pas assez loin. Mais au moins, les choses ont été mises en évidence. Une action citoyenne importante a permis de dire oui, le gouvernement n'est pas responsable en matière de changement climatique. Et ce n'est pas simplement un point de vue politique, c'est un point de vue qui peut se vérifier par les textes et qui peut être constaté par la juridiction suprême de l'ordre administratif. Donc je pense que ce n'est pas insignifiant. Et il en va de même pour Anticor. Oui, certes, nous avons perdu notre agrément. Nous allons le demander au juge, qui va sans doute nous le donner parce que le gouvernement fait actuellement en théorie du matelas, c'est-à-dire qu'il ne répond pas, il ne dit pas pourquoi il ne lui donne pas l'agrément. Généralement, la règle en droit administratif, c'est que lorsqu'un acte administratif fait grief, il doit être motivé. Donc nous n'avons pas du tout de motivation. Nous avons même demandé au juge que celui-ci fasse injonction au gouvernement de motiver, qui n'a pas encore satisfait à cette injonction. Mais nous l'aurons par le tribunal. Et en réalité, en faisant ça, nous démontrons l'aspect systémique de la corruption. Nous démontrons que ce n'est pas simplement des manquements individuels qu'on poursuit l'un après l'autre, mais qu'il y a un caractère systémique de la corruption qui tient à la faiblesse des contre-pouvoirs, qui tient à la porosité entre l'économique et le politique, et que si on ne veut pas donner cet agrément, c'est parce que même ça gêne ceux qui acceptent cette corruption systémique. Donc je pense que même cet échec relatif qui nous donne des forces pour combattre, et d'ailleurs vous pouvez signer la pétition pour Anticor, parce que c'est important de savoir qu'il y a 60 000 personnes derrière nous sur le sujet. Vous pouvez adhérer, c'est important de savoir qu'il y a 10 000 personnes derrière nous dans cette action, et je pense que ça vaut pour toutes les autres causes justes, et donc ça sert à ça. Mais je suis bien d'accord qu'aujourd'hui, le constat est un constat qui est pessimiste, mais il faut l'accepter. Alors, excuse-moi, mais je compléterai aussi, si tu me permets, sur le thème de la corruption. Je dirais que la différence entre ce que vient de dire Eric, qui est juste, voilà, moi, mon discours est différent. Je dirais que la corruption, elle est consubstantielle à la classe dominante. C'est-à-dire que du fait que ce sont des gens qui appartiennent aux mêmes dynasties familiales, qui vivent entre eux de manière dans un communautarisme de naissance, dans un séparatisme, la lutte de classe, la guerre de classe, les rapports de classe sont même si puissants qu'ils sont aujourd'hui complètement objectivés dans l'espace urbain. Hein, il y a on appelle ça les beaux quartiers. Maintenant, depuis que j'ai vu un film, La zone d'intérêt, j'ai envie d'appeler plutôt, de plus dire les beaux quartiers, mais de dire les zones de profit et de dividendes. Ça sera moins élogieux. Ces gens-là forment une classe sociale parfaitement unie, parfaitement solidaire et parfaitement mobilisée
pour défendre leurs intérêts. Et quand toi, Éric, alors tu vas dire ce que tu penses de ce que je vais dire, quand toi, Éric, tu parles de respect, enfin des séparation des pouvoirs, pardon, pour moi, par rapport à ma vision du point de vue duquel je me place quand je suis là avec vous tous, je ne vois qu'une classe sociale qui est dans le déni absolu de la séparation des pouvoirs. On nous donne ça à nous en pâture, parce que eux, la seule chose qui les mobilise, c'est bien la synthèse de leurs intérêts. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre le pantouflage qui va du public au privé, puis du privé au public. Il n'y a pas de contradiction dans le fait qu'il y ait l'exécutif, les préfets et une sorte d'assemblée parlementaire qui peut voter de temps en temps quand on ne fait pas le 49-3. Tu vois, alors qu'est-ce que tu fais quand je dis ça? Quand je dis que la classe dominante... La corruption de la classe dominante est consubstantielle au fonctionnement de cette classe. Peut-on mettre la classe en prison? Alors. Effectivement, c'est ce que constatait déjà Foucault sur la culture d'impunité d'un certain nombre et le fait que le droit pénal, il est fait essentiellement pour les classes laborieuses. Mais ce que je dis, c'est que la classe fonctionne comme ça, mais ça n'interdit pas de confronter cette classe à la loi qu'elle a produite ou qu'elle a consenti à produire. Et quand je parlais tout à l'heure de la zone grise de la corruption, c'est précisément cette zone un peu limite dans laquelle la classe dominante a une culture d'impunité, s'épanouit avec une culture d'impunité, mais qu'on peut aussi rechercher. Et peut-être que si nous avons été, malgré nos moyens modestes, relativement bons, c'est parce qu'on a recherché ça. Et qu'un certain nombre de personnalités ont été mises en cause parce que dans cette zone grise, ils sont allés trop loin. Je donne l'exemple des sondages. Vous savez, ces sondages de l'Élysée, pendant toute l'audience, l'idée, c'était celle du déni. Je veux dire, à ce niveau-là de l'État, il n'y a pas de corruption, de prise illégale d'intérêt. C'était normal de faire des sondages, même si c'est des sondages qui n'avaient aucun intérêt pour le fonctionnement de l'État. Et quand même, la sanction est tombée. Je donne un autre exemple, qui est celui d'Alstom. Alstom a dû, à la faveur de corruption à l'étranger, payer une somme de 600 millions de dollars qui a vulnérabilisé la société, qui a fait en sorte que Alstom Energy ait été vendu à General Electric. Mais celui qui était à la tête de cette société, le patron de cette société, lui n'a subi aucune sanction. Il est même parti avec une retraite chapeau assez importante. Nous avons porté plainte sur l'affaire Alstom et il y a actuellement une instruction qui pourrait concerner ce personnage. Donc je pense que, certes, globalement, la situation, l'analyse sociologique est tout à fait pertinente, mais je pense qu'à partir de cette analyse sociologique, on peut ne pas se résigner et on peut aller chercher, alors ce sera toujours insuffisant, mais on pourrait quand même aller chercher un certain nombre d'individus qui jouissent qui pensent pouvoir jouir de cette culture d'impunité, alors qu'en réalité, ils sont dans une situation limite et peut-être même qu'ils ont franchi la ligne rouge. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Louis-Marie Blanchard, je suis coordinateur du collectif, c'est par ici, là, les Décarbonautes. En fait, on est tous conscients, je pense qu'on a un vrai souci de fin du monde et de fin du mois, un souci de justice sociale et d'avenir climatique qui nous angoisse pour certains et qui nous terrasse pour d'autres. Et je merci beaucoup de cet appel à l'optimisme dans cet avenir probablement bien sombre qui nous attend, et de dire qu'il y a quand même un optimisme de la volonté. Et vous rappelez cet élément de notre Constitution, que chaque citoyen a le droit
de contribuer avec ou sans son représentant à l'élaboration de la loi. Donc en fait, vous nous lancez un petit peu un appel là en disant c'est aussi à nous de prendre nos responsabilités. Et du coup, quelle voie est-ce qu'on peut utiliser pour ça? C'est pas évident. On a, nous, imaginé un outil qui s'appelle l'Assemblée de codécision, qui a fait ses preuves dans des grandes villes et des métropoles. La totalité des propositions des citoyens ont été adoptées par les élus. J'ai pas le temps d'expliquer ici comment on est arrivé à ces résultats. Il y a une conférence à 15h30 en salle Envie d'agir pour expliquer ça, si vous avez envie de savoir. Et du coup, maintenant, on veut expérimenter au niveau national, sans le gouvernement, puisque les 70 organisations du collectif ont demandé, et il fait comme vous, le matelas, c'est-à-dire que comme on a un mouvement patronal avec nous, des grands médias, etc., il dit pas non, mais il se passe rien. Donc maintenant, on lui dit, on va avancer sans vous. On va le faire avec les parlementaires en 2025. Pour ça, on a besoin de monter un grand mouvement, d'avoir plein d'associations qui nous rejoignent, de citoyens, pour mobiliser les parlementaires et des financeurs. Et on sait faire, on a la méthode pour avoir un accord de la nation sur les questions du climat et de la justice sociale. On a besoin de vous. Et donc, je lance un appel. Est-ce que ça vous intéresse et est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Oui, quand je cite l'article 6 de la déclaration 1789, en fait, je pensais que on ne marche que sur une jambe. Dire la démocratie représentative est synonyme de démocratie, alors que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, en 1789, ils ont pensé que c'était une partie nécessaire, mais pas suffisante pour l'accomplissement démocratique. Et donc, le citoyen doit aussi pouvoir par lui-même, pas seulement par ses représentants, par lui-même contribuer à l'élaboration de la loi. Donc je pense que, alors ça c'était plutôt une réponse aux questions du référendum, parce qu'aujourd'hui il y a un référendum article 11, mais il faut 4 millions de signatures et on a bien vu que c'est extraordinairement difficile à réunir. S'il y a dans une période intermédiaire la possibilité pour des citoyens d'imaginer ce type de consultation générale, parce qu'effectivement, on pourrait dire ça n'a pas de force de loi, mais quand même, s'il y a plusieurs millions de personnes qui se mobilisent, on ne peut pas, même dans une démocratie de basse intensité, ne pas en tenir compte. Je pense que ça peut être très intéressant. Mais effectivement, l'objectif, ce serait de faire en sorte qu'il y ait dans la Constitution la reconnaissance que les citoyens ont la possibilité, dans certaines conditions, de déterminer par eux-mêmes ce que doit être la loi et la Constitution. Merci d'être rapide sur les questions, parce qu'il y a beaucoup de... D'accord. Rapide sur les questions et les réponses, peut-être. Alors, en première, merci beaucoup pour cette discussion. Je trouve c'est très intéressant. À plus près. Alors, prenant en compte le grand lien entre les inégalités sociales et le dérèglement climatique, et les deux avec notre alimentation, et tenant compte aussi que la plus grande analyse, la plus détaillée qui est faite sur l'impact de notre alimentation, qui a eu la conclusion que manger végétal est le moyen le plus efficace de réduire notre impact, pas seulement en termes de gaz à effet de serre, mais aussi en termes d'eutrophisation, des pluies acides, d'utilisation des terres et de l'eau. Alors, quelle serait notre excuse, tenant en compte aussi les animaux qui eux aussi sont d'êtres sensibles? Quelle serait notre excuse pour continuer à contribuer pour cette industrie? Merci pour cette question. Alors, on accepte vos excuses de manger trop de viande et de vous tourner vers les steaks végétaux. Mais écoutez, si vous voulez, question alimentation, on peut partir de ce qu'il y a dans notre assiette et puis remonter à tout ce qui est d'actualité aujourd'hui avec l'agriculture industrielle qui mène les agriculteurs à des fins de mois impossibles, à des vies de travail impossibles et à un espèce de chaos
qu'on a vécu ces dernières semaines totalement incroyable. Parce que si vous voulez, les agriculteurs en sont là aujourd'hui parce qu'on les a obligés à travers des lois épouvantables comme celle de la PAC qui donne des subventions. Les subventions sont proportionnées au nombre d'hectares que vous possédez. Et nous, je peux vous dire qu'avec Michel, on a passé quand même beaucoup de temps, notamment dans le 16e arrondissement, qui est l'arrondissement où il y a à Paris le plus, enfin dans la région Île-de-France, pardon, où il y a le plus d'agriculteurs. Mais ce sont tous des gros agriculteurs, des grands propriétaires terriens, qui ont des hectares et des hectares de céréales, de betteraves, etc., qui empochent les subventions de la PAC qui sont très généreuses, au détriment des plus petits qui, eux, ont essayé de suivre la mécanique productiviste épouvantable, qui se sont donc agrandis, qui se sont endettés et qui se retrouvent aujourd'hui critiqués parce qu'ils utilisent des pesticides pour s'en sortir et qu'ils ne s'en sortent pas et que un nombre important d'entre eux se suicident. À une époque, ça a été pratiquement un par jour. Le nombre d'exploitations agricoles a littéralement chuté. Et l'alimentation s'est dégradée, mais notamment pour les plus pauvres. C'est-à-dire que quand on regarde ce que mangent les pauvres et le niveau d'obésité et de déformation des corps liés aux mauvaises conditions d'alimentation, alors que vous le verrez dans le prochain livre du 31 mai prochain, vous verrez comment les corps des dominants sont, eux, très bien entretenus avec une alimentation qui est vraiment de très bonne qualité, sous contrôle, pesée, mesurée, enfin, etc., pour qu'effectivement les corps manifestent leur supériorité et leur permettent finalement que de passer de la domination économique à la domination symbolique, les dominer, disant, en effet, c'est normal que les gens des beaux quartiers détiennent tous les titres de propriété et nous exploitent. On le voit bien, ils nous sont supérieurs. Donc vous voyez, à partir de l'alimentation, on peut comme ça revenir au rapport de classe et au rapport d'exploitation de cette forme du vivant qu'est l'agriculture. Oui, bonjour et merci. Une question question très matérielle pour Monique Pinson-Charlot. Vous avez repris un chiffre que vous avez repris un chiffre que j'ai déjà entendu ici ou là. Ce chiffre de 1,5 million de la déclaration de biens, de richesses de Gabriel Attal. Alors d'abord, déclaration de quoi? C'est des biens immobiliers, de capital. Et je suis surprise que ça permette d'être classé parmi les 10 plus grandes fortunes, parce que 1,5 million, vous ne connaissez peut-être pas bien Lyon, mais c'est le prix d'un appartement de 150 mètres carrés à Hennec. Voilà. Alors, d'abord, vous êtes mélangé les pinceaux dans les pourcentages. C'est parmi les 10%. Et ce qu'il y a d'intéressant dans votre erreur, et je ne vous culpabilise pas, c'est que les inégalités sont telles, le fossé est tel entre ceux qui font partie, alors des 10%, on y accède assez vite avec un appartement à Paris, avec différentes sources de revenus. Mais par contre, les 5% les plus riches, c'est déjà plus sélectif, et ne parlons pas des 1%. C'est-à-dire que le dernier décile, tel qu'il est conçu par l'INSEE, est d'une hétérogénéité incroyable. Et je vous le dis, c'est grâce à notre sociologie que l'INSEE s'est mise à travailler précisément sur ce dernier décile pour en montrer l'hétérogénéité. Et donc, je suis contente que vous ayez posé cette question parce que, en effet, on est passé à quelque chose qui n'est même plus des inégalités de classe, mais c'est des castes, une caste véritablement qui s'accapare toutes les richesses et tous les pouvoirs dans un séparatisme
que statistiquement, on localise très bien. Et quand même, il y a les 2/3 des membres du gouvernement qui font partie des plus riches, c'est quand même intéressant à souligner lorsqu'on se veut la spécialiste précisément de l'exploitation du travail et de la domination de classe dans une société qui se veut démocratique, qui se veut juste, égalitaire. Et je trouve que ça vaut le coup de montrer que, bien au contraire, on va de fossé en fossé, de corporatisme en corporatisme. Et comme la meilleure défense, c'est l'attaque, du coup, le président de la République nous attaque de nos propres corporatismes, de nous qui sommes des Gaulois réfractaires. Bonjour à tous. Je souscris à 99% de tout ce qui a été dit depuis le début de cette conférence, que ce soit par Monique Pinson-Charlot, Eric Alt, et puis les différents intervenants. Il se trouve que j'ai le même âge que Monique, donc ça fait 50 ans que je milite politiquement à gauche, que j'appuie tous les soulèvements de la terre, les extinctions rébellions, les écologistes, etc., etc., etc. Et le fait qu'il y ait 70% de parlementaires qui fassent partie sociologiquement, économiquement de l'oligarchie, c'est une évidence. Ça me fait penser aussi à un livre quand même fort intéressant de Hervé Kempf, dont le titre était « Comment les riches détruisent la planète ». Il y a plus de 10 ans que ce livre a été écrit par Hervé Kempf, qui a entre-temps fondé Reporter, qui marche bien, félicitons-nous-en. Le fond du problème, c'est quoi ? Eh ben, c'est qu'il y a très peu de gens qui font l'effort de rouler à 110 km/h sur l'autoroute. Et puis, les gens votent. Comment se fait-il que les gens votent à 70% en France pour des candidats et des partis qui sont soit climato-sceptiques, soit qui ne font rien? Alors, moi, j'en suis arrivé à la même conclusion qu'Aurélien Barraud. Je vais vous le dire, ça tient en une phrase. Je pense que la grande majorité des habitants de cette planète n'ont absolument pas commencé à comprendre l'ampleur de la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. C'est ça le fond du problème. Malgré tous ces livres qui sont écrits, malgré toutes ces émissions de télévision, malgré la terre au carré tous les jours et tous les jours. Donc il faut commencer à œuvrer pour que de plus en plus de gens comprennent la gravité de la situation, qu'on est face au plus grand défi de l'humanité. Oui. Alors, je termine par deux. Fais vite, parce que ça me démange. Ouais. Première proposition. Exigeons ensemble qu'une nouvelle discipline intitulée « Préservation de l'habitabilité de la planète » soit enseignée dès le primaire, tout au long des cursus scolaires. Et je termine par la deuxième proposition. Toutes les associations écologiques et progressistes devraient commencer bénévolement l'enseignement de cette nouvelle discipline en attendant qu'elle soit totalement intégrée au cursus scolaire. Parce que c'est un domaine vaste, aussi vaste que la physique, aussi vaste que la chimie, aussi vaste que la médecine. Il faut l'enseigner et pas faire simplement de la sensibilisation. Alors, d'accord avec ce que vous venez de dire, mais vous pensez bien que si on n'y arrive pas, malgré tous les salons Prime Vert qui existent, malgré Anticor, malgré tous les syndicats, malgré tous les partis politiques, malgré tous les Oxfam, malgré tout ce qui se passe, que ce salon Prime Vert nous donne cette occasion de coordonner nos luttes, tout ce qui est occupé, les ZAD, enfin tout, de partout en France, il y a des écocentres, des villages autonomes, plein d'autogestion, des trucs qui fonctionnent en autogestion. J'en bredouille tellement je suis en colère, et pourtant on n'y arrive pas. Mais bien sûr, on est dans une soi-disant démocratie, comment tu as dit toi gentiment, de basse intensité, j'adore. Il est élégant jusqu'au bout, Eric, c'est ça qui est super. Et non. Alors c'est une démocratie de basse intensité où on peut dire que c'est une dictature. Enfin bon, on va pas. Soyons. Alors attendez, non, n'applaudissez pas, vous allez voir la suite. En réalité,
si vous voulez, il n'y a pas un parti unique dans notre pays, mais il y a une pensée unique. 90% des médias appartiennent aux milliardaires. Aujourd'hui, mais c'est très important, aujourd'hui même les maisons d'édition sont toutes rachetées par des milliardaires et souvent des milliardaires qui sont des représentants de l'extrême droite intellectuelle. Donc c'est ça la vraie raison pourquoi on n'y arrive pas. Si tous les jours, lorsque vous regardiez la télévision, que vous écoutez la radio et tout ça, vous aviez une pluralité d'expression, est-ce que vous m'entendez souvent sur les ondes publiques? Jamais, hein? Jamais. À la télévision et sur les ondes privées, n'en parlons pas. Il n'y a pas de diversité des pensées comme là on l'a fait à notre petite manière aujourd'hui. Et tu vois, ça a bien plu. Hein? Je suis pas sûre de vous dire correctement. Allez-y là. Allez-y. Merci. Merci. Je suis ici. Alors, mon question est souvent, le Forum économique mondial identifie la désinformation comme le risque immédiat majeur et les changements climatiques comme menace à long terme. Face à la désinformation orchestrée par le lobby de l'industrie animale, c'est révélé par Freedom Food Alliance, c'est un watchdog association il y a quelques jours. Comment un citoyen ordinaire, à côté d'un régime à base de plans, comment on peut militer pour des politiques environnementales sans exploitation animale ni destruction écologique? Comment on peut militer? C'est peut-être être plus radical ou... Ok, c'est mon question. Merci. Excusez-moi, du coup, c'était la dernière question parce qu'à 25, il faut arrêter, en fait, après le temps que les gens sortent. Voilà. Mais je vous laisse répondre quand même sur les 5 minutes qui restent. Je conclus sur les animaux, parce que toi, tu n'es pas trop spécialiste. Hein. Si vous voulez, par rapport à ce que j'ai dit, les animaux font partie des 3 formes du vivant qui sont exploitées d'une façon de plus en plus violente, avec maintenant des espèces de fermes-usines où les animaux ne connaissent même plus les prés, ni le soleil, ni le grand air, où les animaux sont abattus dans des conditions très souvent absolument inhumaines, j'emploie le terme inhumain exprès, et cela fait partie des prédations du système capitaliste. Tant que le système capitaliste permettra, avec des titres de propriété, d'exploiter les formes du vivant, ben ça continuera. Donc, franchement, je ne vois pas d'autre solution. On a aboli l'esclavage, le colonialisme. Là, ce n'est pas la fin du monde qui est à l'ordre du jour, c'est véritablement la fin du capitalisme. C'est ma conclusion. Voilà, donc... alors, pour aller plus loin, moi aussi, j'ai un livre qui est déjà paru. Résister à la corruption. Résister à la corruption pour aller plus loin. Et ce que je voudrais surtout, c'est que personne ne sorte d'ici démoralisé. En réalité, vous avez des outils pour agir. Et vous pouvez, et nous pouvons tous changer le monde à la hauteur de nos moyens, et même dans une démocratie de basse intensité.